Bienvenue sur cette chaîne pour le concept discussion avec. On a déjà fait cette vidéo avec l'auteur François Keuf, c'est avec l'auteur avec un E, Daphné Millepied. Aujourd'hui on reçoit Elodie, enfin on ne peut pas la rencontrer malheureusement. J'espère qu'un jour ce format aura du budget. Donc on va s'appeler et on va discuter auto-édition, sa vision de l'auto-édition, comment elle fonctionne, etc. Et parler également de ses projets. Donc voilà, c'est un format qui me tient énormément à cœur parce que je trouve ça vraiment fascinant ce qu'on trouve en auto-édition, la richesse qu'on peut y trouver, et aussi de démentir le fait que les auto-éditions c'est de la merde, car c'est bien évidemment faux. Oui, allô, ça va? C'est bon, c'est allumé. Du coup, vu que sans doute sur ma chaîne peut-être il y a des personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Elodie, j'ai 33 ans, je suis auteure auto-éditée de 2 thrillers horrifiques fantastiques. Le premier s'appelle Chat Noir, donc il est sorti en juin 2022, non 2020, je dis de la merde, 2020. C'est un suite direct, donc le tome 2 s'appelle La Dépouille du lac, c'est un thriller aussi fantastique. Et lui, il est sorti en juillet 2020. J'ai un troisième roman qui est en cours de bêta lecture, qui n'aura totalement rien à voir, puisqu'en fait c'est une fiction historique qui se déroule pendant l'ère viking. Ah oui, donc rien à voir en effet. Rien à voir. Et j'ai commencé à écrire un quatrième roman qui lui sera purement fantastique. Et du coup, tu écris depuis longtemps, toi, ou c'est lié à tes écrits de romans, ou tu écrivais déjà avant? Non, j'écrivais déjà avant. Si tu veux, j'ai toujours plus ou moins écrit. Ça a commencé genre pendant l'adolescence, j'écrivais des poèmes à l'arrache sur la marge de mes cahiers en cours, en philo notamment. Et du coup, ouais, j'ai commencé à écrire des petits poèmes comme ça. Après, au début de l'âge adulte, j'ai commencé à écrire des fanfictions sur des séries genre Esprit criminel, NCIS, j'ai écrit sur The Walking Dead aussi. T'écrivais sur Wattpad du coup non, ou du personnellement? tout. Non, j'écrivais personnellement. J'ai jamais utilisé Wattpad. J'écrivais personnellement et je l'ai partagé en fait sur des forums, parce qu'à l'époque, voilà, ça remonte, c'était les forums. Je l'ai partagé donc sur les forums dédiés aux différentes séries en fait, parce qu'il y avait une rubrique où genre tu pouvais mettre les fan art et les trucs comme ça. Et après j'étais assez longtemps sans écrire parce que je suis rentrée dans les études et puis après dans le travail et je ne prenais pas le temps, c'est différent. Et puis en 2018, j'ai eu l'idée de ce roman. Au début, je t'avouerai que quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit jamais je le publierai, tu vois, j'écrivais pour moi. Et puis déjà, je me suis dit jamais je le finirai. La meuf plein d'espoir et d'optimiste. Et du coup, on est tous pareils. Grave. Et du coup, finalement, je l'ai fini. Donc ouais, je l'ai fini. Et puis, un coup qu'il était fini, je fais ok, d'accord, il est fini, très bien, j'en fais quoi? Voilà. Et j'avais une amie en fait qui était auteure auto-éditée et qui avait publié déjà 2 livres à l'époque et qui m'a dit envoie-le-moi, j'ai envie de voir ce que ça donne et tout ça, parce que pendant tout le process d'écriture elle m'a encouragée à continuer. Et donc du coup je lui ai envoyé et elle m'a dit non c'est bien, il y a du potentiel, tu devrais l'auto-publier. Elle me dit ça te coûte rien, t'essayes, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Et ma foi, elle m'a guidée pareil dans tout le processus. C'est grâce à elle du coup que tu as découvert l'auto-édition, tu connaissais déjà avant du coup? Non, je connaissais pas du tout l'auto-édition et c'est vraiment grâce à elle en fait si je te parle aujourd'hui. Non mais c'est chouette aussi parce que c'est assez rare les profils comme ça, parce que souvent c'est quand on a envie de faire quelque chose de son livre, qu'on s'est déjà pris des refus de maison d'édition, qu'on finit par tomber sur internet sur qu'est-ce que c'est que l'auto-édition. Donc là c'est cool que tu aies pu être accompagnée justement dans tout le processus, avoir les conseils aussi sur tout ce qu'il y avait et tout. Donc non c'est chouette que tu aies pu l'avoir dans ton entourage du coup. Ah oui carrément, parce que sinon j'en serais j'en suis pas loin aujourd'hui, mais j'en serais pas là aujourd'hui quoi. Je serais pas en train d'écrire mon 4e roman par exemple. Oui, ce qui t'a donné envie en fait de montrer tes écrits aux autres, parce que du coup tu partageais sur les forums, tu me disais, et du coup de passer au format livre, vraiment, est-ce que tu as une envie derrière? Est-ce que
c'est arrivé un peu comme ça parce que tu avais envie de faire quelque chose de ton roman ou tu avais vraiment envie de partager ça aux autres? Comment ça s'est passé pour toi? Bah en fait, comme je le disais au début, je ne pensais pas le publier. Et puis le fait que quelqu'un qui déjà qui a une certaine légitimité entre guillemets dans l'auto-édition, qui avait déjà sorti des livres, me dise si il y a du potentiel, c'est bien, vas-y, publie-le. Au début, tu sais, j'étais un peu réticente parce que bon, c'était tout nouveau, c'était un peu angoissant si tu veux. Ça fait peur, ouais. Ça fait peur quand on va, comme toute chose inconnue, ça fait peur. Et puis au final, je me suis dit, si... puis moi, j'aimais bien, tu vois, ce que j'avais écrit, ça me plaisait. Et je me suis dit, si potentiellement ça me plaît à moi et ça lui plaît à elle, j'ai l'écouteur qui se barre en cacahuète, je me suis dit, ça pourrait plaire à d'autres. Et donc, moi à côté, comme beaucoup d'auteurs, je pense, je suis une grande lectrice et je me suis dit, le plaisir que je prends moi à lire les livres des autres, peut-être que les gens pourraient prendre plaisir à lire mon propre livre. Et pendant qu'en fait, en gros, je suis partie de mon ressenti en moi en tant que lectrice. Quand je lis, je m'évade totalement et j'oublie mes soucis et tout ça. Et je me suis dit, peut-être que si ça peut faire pareil aux gens, et ça serait cool, même si je suis pas lue par le monde entier, tu vois. Et non, mais c'est sûr. Et je suis partie de là, et puis du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai publié. Je me suis dit, au pire, on essaye, et puis voilà quoi. Complètement. Et tu l'avais montré à tes proches avant, hormis à cette amie, tu l'avais montré, je sais pas, à ta famille, à d'autres amis, ou c'est quelque chose que tu gardais pour toi avant de le publier? Non, je l'ai gardé pour moi, parce qu'en plus, il est assez sombre, il y a des trucs, il y a des passages très violents. Et t'as un peu peur, tu vois, du regard des gens, surtout que moi je suis perçue comme une fille super sympa, super cool et tout. Et donc, c'est le cas, mais c'est une part de moi que je voulais pas forcément dévoiler à mes proches. Et du coup, en fait, je crois que la plupart de mes proches savaient même pas que j'écrivais un roman, en fait, à part mon conjoint, parce que je vis avec. Oui, c'est ça. mais sinon, non, la première personne vraiment qui l'a lu. Qui a lu le manuscrit, en fait, c'était vraiment cette amie-là. Donc après, non, mes proches l'ont découvert quand il est sorti. Alors ça devait être un petit peu angoissant aussi, du coup. Bah ouais, mais c'est aussi angoissant quand c'est des gens que je connaisse pas qui me disent « Ah, je suis en train de lire ton livre et tout », parce que t'as toujours peur que ça plaise pas. Tout à fait, oui. Et alors là, je passe un peu du coq à l'âne, mais ça rejoint un peu aussi ça, hein. Mais toi, tu t'es confrontée à la question de la légitimité en tant que romancière. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée ou pas? Oui. Parce que c'est des questions du coup qui ressortent quand même beaucoup autour des auteurs, au niveau des études qu'on n'a pas forcément fait, de choses comme ça. Toi, c'est des questions qui t'ont traversé l'esprit? Oui, ouais. Là, ça commence à aller mieux niveau légitimité. Encore, je crois hier ou avant-hier, je me disais, t'es quand même en train d'écrire ton 4e roman, quoi. Même si tu vois, je suis pas connue, je vis pas de mes livres, je rentre même pas dans mes frais. Mais je me dis quand même, si t'écris ton 4e roman, ça y est, c'est bon. Voilà, ça y est, c'est bon. Et puis après, c'est vrai que moi, c'est un peu particulier parce qu'à côté, moi de base, je suis infirmière, mais je suis en reconversion professionnelle pour faire assistante vétérinaire, donc j'ai repris des études l'an dernier. Donc c'est vrai que. Tu t'ennuies pas. Ah bah non. C'est ça, donc si tu veux, il y a une sorte de schizophrénie entre guillemets à me dire attends, c'est quoi ma vie en fait? Je suis infirmière, je suis étudiante, je suis auteur, je suis quoi? Et multicasquette, ouais. C'est ça. Et donc du coup en fait, mais là je commence à travailler cette légitimité, et puis c'est surtout quand tu commences à avoir beaucoup de retours, et des retours hors de ta sphère proche, on va dire, hors de tes amis, tes collègues. Parce que les premières ventes que j'ai fait, c'était mes collègues de boulot, c'était mes proches et tout ça. Et ils sont jamais totalement objectifs, du coup. Voilà, c'est ça, forcément, en fait. Donc c'est un travail de longue haleine, et je commence à y arriver. Non, mais c'est chouette parce qu'il y a quand même une grosse question, tu vois, au niveau des maisons d'édition. Quand tu n'es pas affilié à une maison d'édition, souvent on associe gage de qualité aux maisons d'édition. Même moi, tu vois, ça a été une chose que je pensais pendant longtemps, à tort, hein, de toute façon. Et toi, tu en penses quoi du coup des maisons d'édition en tant que telles? T'as une opinion dessus? T'as envie de proposer quand même tes romans à des maisons d'édition, ou c'est quelque chose que t'as complètement refusé, ou t'aimerais bien être hybride, ou comment ça se passe toi au niveau des maisons d'édition? Moi, sans te mentir, j'ai démarché plusieurs maisons d'édition pour mon premier, pour Chat Noir. Bien sûr, j'ai eu des retours négatifs, sauf un qui a été nuancé, parce qu'en fait c'est une maison d'édition qui est de ma région, en fait, si tu veux. Et moi, l'intrigue en fait de mon premier roman se passe dans ma région.
Et ils étaient fortement intéressés parce que visiblement ils aimaient mon style, mais en fait ils m'ont dit que ça leur posait problème parce qu'il était déjà auto-édité. Et que oui, il y a souvent ce retour-là au niveau de la com, ils ont du mal à la faire. Ouais, c'est un retour qui retombe souvent. Ouais. Et de ce fait, ils l'ont pas pris. Et donc du coup, j'étais un peu dégoûtée quoi. Et donc du coup, je me dis que pour, tu vois, le troisième là qui est en bêta correction, qui va aller après en correctrice pro, je me dis que j'essaierai peut-être pas l'auto-édition en premier lieu, mais essayer les maisons d'édition pour pas que ça refasse pareil quoi. C'est ça, d'abord maison d'édition et si refus, du coup l'auto-éditer quand même, parce que t'as quand même envie de le faire vivre du coup ce troisième livre. Bah carrément, surtout que j'ai mis du temps, j'ai mis 1 an pour l'écrire, mais il fait 700 pages quoi, donc voilà. On a envie d'en faire quelque chose. C'est ça, autant rentabiliser le temps passé, même si le temps passé à l'écriture pour moi c'est que de la passion, c'est pas du travail, mais voilà, enfin je veux dire, je vais essayer de le faire vivre quoi. C'est ça, puis une fois que t'as mis le pied dedans, t'as aussi envie de montrer tes autres romans après, une fois que t'as commencé quoi. C'est ça. Et c'est vrai que les lecteurs et les lectrices, tu vois, ils s'y perdent un petit peu entre ce qui est les maisons d'édition, l'auto-édition, le fait qu'on ne soit pas forcément mis en valeur dans les librairies. Enfin, c'est très compliqué, je trouve, pour un lecteur, tu vois, de pouvoir savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Parce que dans l'auto-édition, il y a tout et n'importe quoi aussi. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour ça. Toi, ça se passe comment? Tu passes par un prestataire, tu passes par Librinova, t'as une correctrice, tu fais tout toute seule. Alors, au processus entier, comment ça se passe pour toi? Bah, pour les 2 premiers, j'ai fait un peu tout toute seule. C'est-à-dire que moi, pour mon livre, pour l'instant, je passe que par le biais d'Amazon. Il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à Amazon. Je passe que par KDP. Pour les 2 couvertures, c'est des photos que moi j'avais fait. D'accord. Ouais. Et puis je me dis, moi j'ai pas de problème, tu sais, avec photo libre de droit et tout ça. C'est moi qui ai pris la photo, donc je m'en prends qu'à moi-même. Et non, j'ai pas fait appel à de correctrices pro pour les 2 premiers, parce que pas de budget. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est cher aussi. Hein, oui. Et oui. Et donc du coup c'est des gens, c'est des proches qui ont relu et qui ont corrigé, qui ont essayé de corriger. Mais voilà, enfin je leur remercie, il y a aucun souci. Mais tu vois, il y a toujours des fautes, fautes qui se promènent et tout ça. Donc voilà, mais du coup, si tu veux, les erreurs entre guillemets, c'est pas vraiment des erreurs, mais j'ai plus de recul maintenant sur ce que j'ai pu faire sur le premier et le deuxième, et il y a des choses que je ne referai pas pour les autres. Tu vois, pour le troisième, j'ai choisi de prendre une correctrice pro. Parce que c'est un peu rageant, tu vois. Moi-même j'avais passé beaucoup de temps sur la correction, mais bon, c'est difficile. Non mais oui, se corriger soi-même, c'est un exercice quasi impossible. Ah bah oui, de toute façon. J'ai bien vu. Et donc du coup, même si je relis toujours ce que j'écris et je fais une correction déjà moi-même, parce que voilà. Mais tu vois, ça je le referai plus, parce que tu publies ton livre, t'es contente et tout ça, et il y a des gens qui disent par contre il y a des petites fautes. Et c'est frustrant aussi, donc, parce que toi t'as envie qu'on se concentre sur le fond et pas sur les petites coquilles qui peuvent traîner encore ci et là, oui. C'est ça, donc du coup puis je pense que toi-même, même si tu lis 30 fois ton manuscrit, tu laisses toujours passer des fautes. Ou voilà, et donc du coup non, je le referai plus, et je vais faire pour mon troisième, j'ai fait appel à une correctrice pro. Enfin là il est en bêta lecture, mais du coup c'est pareil, tu vois, là j'ai fait mes 2 premiers, j'ai fait une réédition, là elle va sortir bientôt, parce qu'on a refait une correction avec mon conjoint. On a refait les couvertures parce que parce qu'on trouvait les couvertures avec du recul pas très très bien, tu vois, si tu veux, pas très vendeur entre guillemets. Et mais encore une fois, je veux dire, j'ai fait avec les moyens du bord, donc c'est-à-dire rien. Donc, c'est toi qui as refait les photos aussi, du coup. Voilà, du coup, puis je connaissais pas à l'époque, là pour les 2 nouvelles couvertures, on a utilisé Canva, que je connaissais pas à l'époque. Okay. Donc, oui. Voilà. Donc voilà, il y a des choses, tu vois, il y a un recul, et il y a des choses que tu te dis, ça faut que j'améliore, parce que ça va pas. Mais à la fois, je suis assez cool avec moi-même, parce que c'était mes premiers, je débutais. C'est ça, c'est le temps d'apprendre aussi, à savoir même nous connaître la direction artistique qu'on a envie de donner à nos ouvrages aussi. C'est pas forcément évident. Tu sais, moi j'aime bien faire les choses pas dans l'ordre, mais tu sais, pour l'instant, tu vois, il est en bêta correction, 700 pages, ça prend assez de temps. En plus, les personnes qui me le bêta corrigent, c'est des gens qui ont une activité à côté.
Donc forcément, voilà, ça prend du temps. Donc j'ai le temps de réfléchir à ça, je me mets pas la pression. Dans l'idéal, effectivement, ça serait, j'ai une idée d'une personne à qui je pourrais faire appel, une infographiste pour faire la couverture. Mais encore une fois, c'est un budget. Donc si tu veux, je verrai au moment venu, quand j'aurai... c'est pareil, quand bien même après, entre la bêta correction et ma correction pro, je vais moi-même relire et prendre, tu vois, en considération les remarques des bêta correcteurs. Donc pour l'instant, tu vois, je me mets pas de pression et puis je verrai quand le bébé sera prêt à être publié et de me dire est-ce que... Puis encore une fois, comme je veux essayer d'abord les maisons d'édition. Oui. La couverture, c'est clairement pas une priorité pour moi. Non, c'est ça, voilà. C'est chaque chose en son temps et tu vois au fur et à mesure. Par contre, du coup, moi je connais pas trop le fonctionnement Amazon, hein, parce que moi je passe pas par ce biais-là. Du coup, t'as le stock chez toi ou c'est eux qui gèrent le stock, enfin pour des questions un peu plus pratico-pratiques, c'est toi qui fais les envois, c'est Amazon, il y a les deux, comment ça se passe? Soit en fait, si tu veux, en fait il y a aucun stock de mes livres. D'accord. On va commencer comme ça. Il y a aucun stock de mes livres sont imprimés à la commande. Ah, ok. Ouais, donc soit la personne, enfin le lecteur veut acheter mon livre et il passe directement par le biais d'Amazon et dans ce cas c'est Amazon qui leur envoie directement. Enfin il te l'imprime Voilà, il l'imprime et il l'envoie après à la personne qui a commandé. Soit moi j'essaye toujours de me constituer un stock auteur parce que il y a la possibilité sur Amazon de te constituer un stock auteur. C'est-à-dire tu fais par exemple si tu veux commander 10 de tes livres, tu commandes 10 exemplaires auteurs, donc c'est-à-dire que toi tu ne payes, je ne paye pas le prix du livre plein du coup. Public, je paye que l'impression. Ce qui est logique. Oui. Et donc du coup, bah voilà, je commande mes 10 livres, je paye que l'impression pour les 10 livres, et voilà, ils font partir à l'impression et après ils me les renvoient. Et ce qui fait que moi, si les gens, tu sais, les gens sont toujours un peu frileux pour Amazon, il y a des gens qui veulent pas commander sur Amazon, donc ce qui fait que moi j'ai mon petit stock, et si les gens veulent pas passer par le biais d'Amazon mais directement par moi, après je leur envoie. Voilà, moi après je leur envoie. D'accord, ouais, parce qu'au niveau diffusion, toi, du coup, le fait que t'aies pas un stock énorme chez toi, est-ce que tu passes par quand même les salons du livre, les librairies ou ces choses-là en physique ou pas du tout? Alors pour l'instant pas du tout, mais j'ai pour projet de démarcher le Leclerc culturel qui est juste à côté de chez moi. Ouais, généralement ça marche bien pour les dédicaces. Ouais, parce qu'ils font justement des dédicaces et surtout parce que j'ai remarqué qu'ils avaient déjà un roman auto-édité dans leur rayon. Stop. C'est assez rare pour être souligné. Voilà, donc je me dis que en plus moi encore une fois, l'intrigue de mon roman se passe en Sologne parce que j'habite en Sologne, donc là je pense que ça peut les intéresser, le côté régional, tout à fait, oui, ça marche toujours bien, oui en effet. Et voilà, faut juste que je me mette un coup de pied aux fesses pour y aller et me présenter. Et donc ouais, je vais essayer de démarcher ça. Après, je pense que ça serait déjà un bon début. Et puis voir l'expérience si c'est positif ou pas pour éventuellement démarcher d'autres librairies. Et puis j'ai fait 2 cafés littéraires, j'ai fait un salon du livre. Ok. Mais c'est assez difficile, je trouve. Il n'y a pas de site qui répertorie les salons du livre. Ouais, non, faut vraiment démarcher mairie par mairie, communauté par communauté de communes, c'est vraiment long. Enfin, si tu connais pas les événements culturels autour de chez toi... c'est vraiment compliqué, il faut vraiment démarcher tout le monde et puis il y en a beaucoup qui prennent pas les auto-édités, aussi. C'est assez compliqué quand même, c'est un métier à part entière, la diffusion aussi qui prend énormément de temps quoi. Et quand t'as à côté une activité, le temps, t'en as pas des masses. Il manque des journées à rallonge, tout à fait. C'est ça. Puis tu vois, même pendant mes vacances scolaires, je suis obligée de retourner être réveillée à l'hôpital, donc c'est-à-dire que j'ai pas de vacances, hein. Donc arrive un moment, faut aussi se reposer quoi, parce qu'après sinon tu tiens pas. Non mais tout à fait. Et toi du coup, pour les expériences que t'as eues, ça s'est bien passé du coup en salon, en café littéraire, etc. Alors oui, en café littéraire, il n'y avait pas beaucoup de monde, je crois que j'ai dû faire, sur les 2 cafés littéraires, j'ai dû faire 2 ventes. Ouais. Non mais on est tous pareils quand on commence. Voilà. Si on n'a pas la fibre commerciale, c'est vraiment un enfer. Ah, c'est dur. Et du coup, mais ça me permettait d'avoir une certaine expérience avec même si dans mes métiers, entre guillemets, j'ai toujours le contact avec, la patientèle ou la clientèle. Mais là, c'est différent parce que tu vends ton produit. Donc, c'était un cadre assez rassurant, si tu veux, et c'était très bien pour une première expérience. Et pour le salon du livre que j'ai fait, c'était le salon du livre à Valençay. D'accord. Et il y avait, je crois, plus de 90 auteurs. C'était dans une grande salle. Ouais, c'est énorme.
Donc il y avait du monde et j'ai fait 6 ventes. Non, c'est bien. Je crois, 6 ventes, donc j'étais contente. Ouais. Et du coup, si tu veux, mes 2 premières expériences en café littéraire m'a permis d'avoir une certaine... alors je te dirais pas une aisance, mais si tu veux, j'étais pas stressée. Je me suis dit, bon bah voilà, il y a des gens, ils viennent, je leur fais le topo, ils achètent, c'est bien, ils achètent pas, bah tant pis, au moins, si tu veux, ça fait une expérience. Tout à fait. Et je pense que toute expérience est bonne à prendre. Oui, complètement, mais c'est vrai que tu vois, moi par exemple, les salons du livre, j'en fais quand même pas mal maintenant depuis 2019, et je suis toujours hyper mal à l'aise en salon du livre, parce que justement, moi j'arrive pas avec cet exercice, tu vois, de vendre ton truc, en plus des fois il y en a certains, t'es en concurrence un petit peu parce qu'il y en a qui ont la hargne quand ils viennent, les auteurs. C'est vrai. Et du coup c'est un peu difficile je trouve des fois l'exercice du salon du livre, de se démarquer, d'être au taquet pendant 8 heures, de tout ça. Et toi tu comptes en refaire ou c'est quelque chose que si t'as le temps tant mieux, ou tu comptes vraiment... Non, franchement c'était une super expérience. Et pareil, voilà, le salon du livre, faut que ça tombe pas très très loin de chez moi, et il faut que ça tombe aussi sur un jour où je ne travaille pas. C'est ça, c'est toujours un peu compliqué, parce que toi du coup tu travailles aussi le week-end des fois avec ton métier. Bah oui. Donc ça bloque aussi, en effet. Ah oui. Donc du coup c'est pas facile, mais effectivement oui, c'est une expérience que j'avais bien appréciée. En plus j'étais avec une autre collègue auteur auto-édité, on a négocié pour être à côté l'une de l'autre, parce qu'à la base on n'était pas prévus à côté l'une de l'autre. Et puis du coup si tu veux, j'étais pas toute seule à mon stand, tu sais, pendant 8 heures, quand on avait personne, on discutait entre nous, en plus on se connaissait d'avant parce qu'on avait déjà fait un café littéraire ensemble. Ouais, donc là c'est super cool, du coup, c'est vraiment une bonne ambiance quand ça tombe comme ça, du coup. Ah bah oui, donc du coup moi c'était une super expérience, et oui, si j'ai l'occasion, je sais que dans ma ville il y a une rencontre avec les auteurs qui est prévue en juillet 2023, et je me suis inscrite parce que j'ai envie d'avoir ces expériences-là. Oui. Mais du coup, toi, là, pour l'instant, principalement, tu vends plus par internet au final, du coup. Ah bah oui. Et ça, alors t'as le droit de pas répondre à la question, parce qu'elle est peut-être indiscrète, mais du coup, pour toi, ça fonctionne bien pour toi, tes espérances, pardon, j'arrive plus à parler, tes espérances à ce niveau-là, c'est comment ? Bah tu sais, moi je suis quelqu'un à la base qui a pas beaucoup d'espoir, donc l'avantage c'est que tu peux pas être déçu quand c'est comme ça. Voilà, j'ai pas de grosse espérance. J'essaye de créer ma communauté, voilà, sur Insta. J'essaye de répondre à tout le monde et tout ça, et je me dis mais j'ai eu quelques ventes par Insta, et ça c'est cool, même si c'est que quelques ventes et que je te dis je rentre même pas dans mes frais, mais au moins je me dis c'est un bon début. Parce qu'au niveau, comme tu dis, au niveau investissement, c'est quand même un coût. Eh oui. Toi, tu arrives à en vivre, ça t'apporte un petit pécule mensuel ou pas du tout? Est-ce que tu passes par des cagnottes? Est-ce que c'est que de l'investissement perso? Je fais pas de cagnotte, c'est que de l'investissement perso, j'en vis pas du tout. Mais en fait, si tu veux, à la sortie de... En fait, les sorties de mes livres, où là, bah forcément, quand c'est tout juste sorti, ça se vend... ça se vend toujours bien. Ça se vend bien, je dirais pas bien, mais ça se vend. Et tu vois, par exemple pour la sortie de mon premier livre, j'ai pu investir dans un nouveau réflexe numérique, par exemple. Ah oui, donc ça te permet quand même d'investir dans quelque chose derrière aussi. C'est ça. Les sorties, pas les ventes, j'allais dire au quotidien, bah non, parce qu'il y a beaucoup de jours où ça se vend pas, mais ni mensuel, mais tu vois, vraiment sur les sorties, je me faisais une cagnotte et je me disais, bah voilà, si j'atteins ça de vente, ça veut dire que tu investis dans autre chose. J'achète autre chose, voilà. Donc, mais non, mais j'en vis pas du tout, non, puis je rentre pas du tout dans mes frais, tu vois, là j'ai pris la correctrice pro. J'ose espérer qu'à la sortie du livre, un jour, je puisse au moins rembourser cet investissement-là, oui. Cet investissement-là, c'est tout, mais si tu veux, voilà, comme j'ai pas de haute espérance. Oui, à long terme, c'est pas un objectif pour toi de vivre de l'écriture, du coup. Bah, disons que c'est un rêve. Ouais, je te parlerai pas un rêve plus qu'un objectif, du coup, ouais. Tout à fait, c'est un rêve parce que je suis consciente qu'il y a très peu de chances que j'y parvienne. Et donc quand tu parles sous terme de rêve et non d'objectif, donc déjà tu te mets pas de pression. Tout à fait, oui. Tu gardes que le plaisir de l'écriture.
Et puis du coup, tu te dis, voilà, c'est un rêve, je fais ce que je peux pour éventuellement y arriver, mais tu te mets moins de pression, et puis il faut être réaliste aussi, il y en a très peu qui arrivent, Tout à fait, qui arrivent à en vivre vraiment, quoi. Mais, non, l'important c'est que tu te fasses kiffer aussi dans ton expérience, c'est ça. quoi. C'est ça. Et du coup, C'est tout à fait ça. t'es pas déçu du tout de l'expérience que tu as vécue avec l'auto-édition. Du coup, t'es contente, Non. toi, globalement, de t'être Oui. lancée là-dedans. Oui, je suis contente. Après, je te dis pas que des fois il y a des périodes de mou où, De où tu te sens découragement. moins légitime. Ouais, c'est ça, tu te sens moins légitime, ou t'es découragé, ou tu te dis, mais puis je perds mon temps en fait. Déjà, j'ai une vie où j'ai 3 vies en une. Je me dis, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Je me dis, ce temps-là, en gros, tu te dis, tu fais beaucoup de choses, tu t'investis à 100%, même 200% des fois, et tu te dis, au final, le retour sur investissement. Il est pas Voilà. là. Non, puis même C'est émotionnellement, c'est fatigant aussi, des fois, de te dire que toi, tu mets 1 an et demi de travail pour certaines choses, pour 4 ventes, tu vois, entre guillemets. C'est ça. Non, mais c'est trop ça. C'est aussi indépendant de l'auto-édition, c'est que difficile. C'est dur émotionnellement aussi, des fois. Oui. De tenir aussi, mais tant que ça remonte et que t'as des moments, enfin que t'as plus de moments bien que de moments de bad, c'est le principal, quoi. Bah oui, c'est tout à fait ça. Puis faut essayer aussi de se concentrer sur les beaux moments aussi. Tout à fait. Parce que tu vois, autant, je te parle de mon expérience sur Insta, autant voilà, je suis pas super connue, je fais pas des millions de vues, je fais pas des millions de ventes, enfin ne serait-ce que des centaines de ventes, ou des cinquantaines de ventes. Mais au moins, tu vois, j'ai eu beaucoup d'échanges entre les lecteurs, entre les chroniqueurs, et c'est super sympa en fait le côté justement social de ce réseau-là, qui est assez bienveillant, ou alors j'ai beaucoup de chance. Non, mais ouais, je suis d'accord, de toute façon, tu le repères vite, soit il y a les comptes qui échangent pas du tout justement avec leur communauté, etc., et du coup ils font pas forcément de ventes, et il y a les auteurs qui se démènent aussi, tu vois, qui vraiment prennent le temps de vraiment créer une communauté, de discuter avec tout le monde, d'essayer de partager au maximum, et généralement ça paye aussi parce que les gens vont s'investir et te donner leur retour sur les livres qu'ils lisent, etc., donc c'est hyper enrichissant, quoi. Les réseaux sociaux, pour ça, c'est vraiment fascinant aussi, quoi. C'est le bon pendant des réseaux sociaux, en tout cas. Alors qu'à la base, moi, je suis quelqu'un de gentil, je déteste pas les gens quand je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas un monstre, mais si tu veux, enfin voilà, après une journée où t'as dû prendre sur toi, en fait, c'est ça, où t'as dû prendre sur toi pour pas t'énerver, c'est super cool de pouvoir échanger avec des gens bienveillants en virtuel et que tu sais que ça va pas être prise de tête, quoi. Oui, non, c'est clair, c'est apaisant de pouvoir se constituer une communauté justement qui est comme toi, qui est dans la bienveillance et tout, donc ça c'est sûr. Et en tout cas, du coup, au niveau partage, si tu veux nous partager un peu plus en détail les livres du coup que tu écris, ce serait avec plaisir. Oui, alors, du coup, ça c'est l'ancienne version de Chat Noir. Donc du coup, c'est un thriller horrifique fantastique qui se déroule donc en Sologne. C'est en fait, il y a plusieurs corps sauvagement mutilés qui sont retrouvés dans plusieurs maisons abandonnées. Alors, spoiler alerte, c'est très glauque. Donc il y a plusieurs corps mutilés qui sont retrouvés dans plusieurs maisons abandonnées au cœur de la Sologne. Donc forcément, les autorités locales vont être appelées et en fait, on va suivre un duo d'enquêteurs de la police judiciaire d'Orléans dans leur enquête. Et ça va être une enquête très difficile pour eux, à la fois professionnellement et personnellement, parce que ils vont avoir plein de pistes, il va y avoir plein de rebondissements, il y a vraiment beaucoup de suspense. C'est vraiment sans vouloir me vanter, mais c'est vraiment du bon thriller haletant. Je dis ça parce que c'est à la fois mon impression, à la fois le retour que les lecteurs m'ont fait, tout à fait, que voilà, c'est un peu un page turner, si tu veux savoir la suite et tu t'arrêtes pas, tu te dis pas bon il est l'heure, je vais dormir parce que demain matin faut que j'aille au boulot. Et puis il y a l'ambiance est très sombre et très oppressante. En fait, si tu veux, les enquêteurs, vraiment à la fin du livre, ils partent sur une piste et il y a un gros rebondissement qui fait que et dans ce livre, en fait, leurs certitudes vont être mises à rude épreuve et ils vont devoir se questionner sur leurs croyances. Donc ça, c'était la couverture, c'était l'édition de base. La maison abandonnée, elle est pas très loin de chez moi et c'est elle qui m'a inspiré en partie l'idée de l'histoire. Je suis un peu une flippette, donc quand j'ai voulu aller faire la photo, j'ai demandé à mon conjoint de venir avec moi au cas où des serial killers décideraient de m'enlever et de me tuer. Donc ça, c'était la première édition. Et la deuxième, alors je montre, mais c'est les épreuves du coup, parce que j'ai pas reçu les... Mais la version finale sera comme l'épreuve, parce que l'épreuve me convient. Alors du coup, je montre à la caméra, je sais pas si ça sera cadré.
l'arrière, hop. Et donc voilà pour la première, pour Chat Noir, donc mon premier thriller. Et le deuxième qui est la suite directe. En fait, si tu veux, il n'y a que quelques semaines au niveau chronologique qui séparent la fin du premier et le début du deuxième. Et le deuxième, ça se passe également en Sologne, mais également une partie à la frontière entre la Norvège et la Finlande, donc en Laponie. Alors qu'ils croyaient avoir tout réglé dans le premier, il y a de nouveau des rebondissements. Et ils sont en train en fait d'aller en Finlande pour creuser une piste. Donc on voyage un peu. Il y a un autre meurtre qui se passe en Sologne. Et ils sont obligés de laisser un peu la piste et de revenir en Sologne parce que ce meurtre va les toucher personnellement. Donc oui, c'est très feel good. Donc je vous montre à l'écran la première pochette, qui est une photo que... Alors je sais plus si c'est moi ou mon conjoint qui l'ai prise, mais directement en Laponie. Donc voilà, et je mets à côté la nouvelle, elle est où ? Hop, elle est là. Donc la nouvelle édition. Vraiment, si vous aimez les ambiances glauques à souhait, que vous aimez vous faire peur, si vous aimez le surnaturel et les croyances un petit peu mystiques, on va dire, c'est fait pour vous. Sur mon troisième roman, donc, qui ici est auto-édité, s'appellera La Saga de Liv. J'en ai fait, si tu veux, sur Instagram, j'en ai fait un peu un fil rouge où à chaque fois que j'écrivais, à chaque fois que je rajoutais quelque chose ou que je corrigeais le texte, je partageais avec mes abonnés. Donc si tu veux, les gens qui me suivent, ils connaissent déjà en fait cette histoire. Donc pour faire alors le briefing, sachant que du coup j'ai pas encore fait le résumé, j'ai rien fait du tout parce que ça part en correction. Du coup la saga de Liv, ça parle de Liv, donc Liv qui au début du roman qui au début du roman n'est pas née d'ailleurs, parce qu'il y a la rencontre en fait de ses parents. En fait si tu veux, on va suivre Liv de la rencontre de ses parents jusqu'à son âge, jusqu'à l'âge adulte. Donc Liv en fait c'est une petite fille qui va être élevée par son grand-père en France, en Francie de l'époque. Son grand-père qui était à la base un viking, parce que bien sûr ça traite de vikings, parce que j'adore la mythologie nordique, j'adore cette époque de l'histoire là, et j'ai lu beaucoup sur le sujet. Et si tu veux, j'ai lu pour ma culture à moi, et j'ai lu je sais pas une 30aine de livres, pour te dire. Ah oui, on est sur quelqu'un qui aime le... J'aime beaucoup. Voilà. Et donc du coup je me suis dit, au final j'ai engrangé beaucoup de connaissances pour ma culture générale, et j'en avais jamais assez de vikings, je voulais encore des vikings, tu vois. Et puis je me suis dit pourquoi pas écrire, j'ai eu cette idée d'histoire au final. Et puis je me suis dit, de moi mes connaissances, maigres connaissances, je suis pas historienne, hein, mais je me suis dit, je vais essayer dans cette histoire-là de démonter un peu le mythe du gros barbare du Nord, tu vois, qui pense qu'à violer des femmes, trancher la gorge des prêtres. Et donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai choisi un personnage féminin, parce que je trouvais ça intéressant, parce que j'ai lu un livre notamment sur les femmes dans la société viking, et ça m'a super intéressée. Et si tu veux, il y a un peu une polémique au niveau des archéologues et des historiens, qui sont principalement des hommes bien sûr, parce qu'ils ont retrouvé une tombe de femmes avec des attributs de guerriers. Donc avec des haches, avec des boucliers, des lances, des arcs. Et en fait, si tu veux, il y a un peu deux salles, deux ambiances. Et il y a une salle, des scientifiques qui disent « Bah non, c'est pas parce qu'elle a été enterrée avec des attributs guerriers que c'était forcément une guerrière ». Et il y en a d'autres qui disent bah si justement, parce que les vikings étaient enterrés avec leur objet quotidien pour les accompagner dans l'au-delà, si c'était parce que c'était une guerrière. Donc si tu veux, il y a un peu cette polémique sur est-ce qu'il y avait des guerrières vikings ou pas, et moi j'ai envie d'y croire. Ça marche vraiment, parce que pour la petite aparté, j'ai un master en archéologie justement. Ah oui. Et non mais c'est pour ça, c'est hyper intéressant parce que justement il y a en ce moment une très grosse vibe au niveau de la scientifique archéologique pour déconstruire justement le patriarcat qui a fondé toute l'histoire mondiale, et du coup c'est hyper intéressant de pouvoir justement mettre ça en valeur, justement les femmes puissantes qu'il y a eu et voilà. Et l'importance de leur rôle dans la société à toutes les époques. Tout à fait. Et donc si tu veux, cette petite fille au final, pour faire court, parce que si je pars sur des trucs sur les vikings on m'arrête pas, donc si tu veux, cette petite fille du coup elle est orpheline. Elle est orpheline de mère et elle a été abandonnée par son père. Donc du coup elle est élevée par son grand-père qui était un viking et qui s'est installé en Francie pour faire des activités de commerce. Et elle vit paisiblement dans une ferme où elle fait les petites fermières, quoi. Et puis si tu veux, comme son père avant de l'abandonner a donné entre guillemets des consignes à son grand-père en lui disant je ne veux pas parce qu'elle est orpheline parce que sa mère est morte en couche.
en lui donnant naissance. Et si tu veux, son père lui dit au grand-père, moi je ne veux pas d'une vie comme ça pour Liv, je ne veux pas qu'elle meure en couche, parce que son père est viking, tu vois. Je raconte très mal, hein, c'est dans le non, mais en même temps c'est normal, tu es au début de tout ça aussi, et tu l'as jamais vendu encore, comme tu dis. Il se passe quelque chose, et elle est emmenée par ce groupe de vikings, et elle sera élevée en fait en Norvège. Elle sera élevée en Norvège par si tu veux, le jarl de ce groupe de vikings. Et au début, elle va cacher que c'est une petite fille. Et si tu veux, elle a un peu une éducation voilà, de guerrière. Et en fait, ce qu'elle veut devenir, c'est une guerrière. Et je m'arrête là parce que sinon, on en a pour toute l'après-midi. Et pour le 4e, là où il y avait déjà un petit peu de fantastique dans mes thrillers, parce que j'adore tout ce qui est surnaturel, j'aime beaucoup tout ce qui touche aux esprits, à la sorcellerie, au paganisme, enfin voilà. Ouais. Et du coup, j'avais envie de me faire plaisir, et on est sur purement du fantastique. Alors là, ça va être... vraiment fantastique. Vraiment fantastique, ça va être encore plus difficile d'en parler parce que je dois avoir je crois que je dois avoir peut-être 110 pages à l'heure actuelle. Donc les thèmes abordés sont la sorcellerie, le paganisme, et puis il y a un contexte un peu de guerre, hein, bien sûr. Là encore, c'est pas feel good. À ce stade, si tu veux, on suit une femme. Alors là où tu vois sur mes 2 thrillers, on avait un duo d'enquêteurs hommes. Là, je pars sur les femmes. Et on a donc une jeune fille qui vit paisiblement avec sa grand-mère. En gros dans la forêt. Si tu veux, historiquement ça se passe au Moyen-Âge. Enfin bref, elles se définissent pas comme sorcières, elles sont juste des guérisseuses. Et en fait un jour, alors qu'elle est dans les bois à ramasser des plantes médicinales, elle tombe sur un jeune homme inconscient. Comme elle, si tu veux, elle a toujours été éduquée en tant que guérisseuse, elle se dit je vais pas le laisser mourir là, je vais le ramener à la maison. Alors qu'elle a une relation très tendre et très détendue avec sa grand-mère, et que sa grand-mère est très bienveillante, elle voit que la grand-mère tique. Et elle lui dit t'aurais jamais dû le ramener là. Alors elle le connaît pas, le jeune homme, et elle va découvrir qu'elle fait partie, si tu veux, d'un clan, on va dire, d'un clan de guérisseurs, de personnes ayant des dons d'empathie. Du coup, enfin bref, elle va découvrir qu'elle est issue de ce clan-là, et que son clan-là est persécuté depuis des années par le clan dont appartient le jeune homme. D'où le tiquage de la grand-mère, tu vois. Et au final, elle va être investie d'une mission parce qu'elle apprend que le roi de ce clan-là, de ce clan en gros de païens, si tu veux, de sorciers, lui en fait il a un peu rôle de maintien de la paix, il essaye de négocier la paix, mais on sent que la paix est fragile, et entre c'est les 2 clans en fait, et elle va être investie d'une mission. En fait je fais en fonction de ce que j'aime et de ce qui m'attire, et donc du coup voilà. Et du coup je suis très contente de cette interview, c'est très différent de celle que j'ai pu faire avec François Keufs et Daphné Millepied, chacun a une expérience vraiment différente. En tout cas si tu es auteur auto-édité, n'hésite pas à me contacter sur Insta, dans mes DM ou sous cette vidéo d'ailleurs, pour qu'on puisse peut-être échanger ensemble si tu as une autre expérience, parce que vraiment je pense que c'est intéressant, et en plus ça permet de promouvoir vos projets, donc c'est vraiment toujours super chouette. Enfin moi j'aime beaucoup ce format, j'espère qu'un jour j'aurai les moyens financiers d'avoir une prod et de pouvoir faire ça soit autour d'un café, soit juste se rencontrer. Ce serait vraiment trop top de pouvoir prendre le train et de se rencontrer, j'adorerais ça. En attendant en tout cas juste vous avoir au téléphone, c'est vraiment trop chouette, et puis il y en a certains que je recroise en salon du livre, donc vraiment c'est top. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette interview. Si vous voulez acheter les livres d'Elodie, en tout cas n'hésitez pas, j'ai mis tous les liens en barre d'infos. Elle fait des choses qui ont l'air super chouettes, moi je ne les ai pas lues mais j'espère un jour les lire. Et si vous voulez voir mes anciennes vidéos, j'ai créé une playlist exprès donc pour ce format. J'ai déjà interviewé François Keufs et Daphné Millepied, et il y en a une prochaine qui va arriver bientôt aussi, enfin bientôt, dans quelques mois. Et je travaille sur ça. En fait j'aimerais beaucoup pouvoir interviewer aussi des personnes qui ont des profils très très différents. Donc là je suis en train d'essayer de voir s'il y a des personnes insulaires par exemple, ou expatriés peut-être, ou tout simplement francophones mais qui ne sont pas français, pour pouvoir avoir des expériences différentes sur les salons, les dédicaces, comment ça se passe ailleurs tout simplement.
comment ils s'en sortent avec tout ça, comment ça marche, est-ce que ça marche mieux, est-ce que ça marche moins bien. Enfin vraiment je suis en train de chercher des profils très différents. Aussi j'aimerais beaucoup voir si s'il y a des gens du coup qui... Des gens dont on parle pas assez, hein, tout simplement des gens qui sont dans des campagnes isolées ou en banlieue où il y a peut-être des difficultés justement avec les dédicaces et les salons du livre, tu vois, à trouver. Peut-être que c'est des préjugés que je me fais, mais c'est des choses que j'imagine. Alors du coup peut-être justement pouvoir discuter avec des personnes issues de ces localisations pour pouvoir échanger sur les différences ou non justement de ce qui se passe autour de l'auto-édition. Donc si vous faites partie de tout ça, si vous êtes auto-édité justement ou auteur et que vous souhaitez qu'on discute ensemble de tout ça, n'hésitez pas à slider dans mes DM, hein, vraiment ce sera avec grand plaisir de discuter avec vous et d'essayer de partager tout ça et de partager vos projets sur cette chaîne YouTube. En tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, enfin comme d'hab voilà, à suivre Elodie sur ses réseaux respectifs que j'ai mis en barre d'infos. Et sinon moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et à bientôt.